Bonjour, je m'appelle Samuel Paradis. Dans le cadre de mon projet personnel sur la dépendance, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Maxime Martin. Humoriste, animateur et personnalité publique québécoise, il m'a raconté son parcours face à la dépendance. Voici maintenant comment tout cela a commencé et la manière dont il s'en est sorti. Donc, premièrement, je veux savoir comment votre dépendance a commencé. Ben, tu sais, je veux dire, moi je suis rentré dans ce métier-là presque vierge de tout, dans le sens que, tu sais, je prenais pas vraiment de bière avec mes chums, j'ai jamais fumé un joint, j'avais évidemment pas touché à la coke, rien, puis il y avait quelque chose de très libérateur dans ce métier-là. Tu sais, moi qui étais très poigné, la scène m'a comme libéré. Fait qu'on est de l'audace. Tu sais, moi j'ai été élevé à faire attention. Tu sais, ma mère était assez mère poule. Fait que tout était dangereux dans la vie. Tu sais. Fait que, on dirait que l'humour a comme ouvert la porte à affronter mes peurs. Donc, la drogue a fait partie, et l'alcool a fait partie de ces peurs-là. Fait que ça a juste commencé, évidemment, comme n'importe quel alcoolique, toxicomane tranquillement. Tu sais, un petit joint, puis de l'alcool. Puis quand je suis arrivé à Montréal, je faisais beaucoup de shows en anglais, des shows en français aussi, mais j'en faisais plus souvent en anglais qu'en français. Parce qu'en anglais, il y avait un club où tu jouais tous les soirs, puis on avait une petite gang, puis on aimait ça se tenir ensemble, puis... Fait que forcément, il y avait toujours une bière devant nous autres, puis... ça a comme déballé vite, tu sais. Puis le pot est devenu plus régulier, tu sais. Tu te rends compte, au début, tu vas juste dans des parties où il y en a. Après ça, tu te rends compte que tu cours les parties où il y en a, tu sais. Mais évidemment, tu sais, j'étais avec des chums, tu sais, je pognais toujours des puffs, le preneur de puffs. Cheap. Puis les gars sont tannés, évidemment. T'sais. Fait que, c'est comme j'ai souvent dit en joke, quand tes chums gelés se rendent compte que t'es en train de les fourrer, c'est parce que ça fait longtemps en crise que t'es fourré. Ils m'ont présenté leur pocheux, puis honnêtement, la première fois que j'ai acheté du pot, j'ai fait ok, je viens de traverser une frontière. Une ligne qui Ouais, vient d'être franchie. là, je suis rendu l'autre bord de la clôture. Et c'est devenu une béquille rapidement, c'est devenu une béquille de confiance, ça m'aidait à écrire, ça m'aidait à avoir du fun. T'sais, mes chums, on était tous des jeunes humoristes au début de la vingtaine. Fait que dans ma tête, il y avait une idée romantique aussi, il y avait une image, en fait, pas une idée, une image. Pour moi, c'était ça un artiste. T'sais, on gagnait bien nos vies, dans le sens, ben, je veux dire, on gagnait assez d'argent pour pouvoir avoir une deuxième job, fait qu'on pouvait juste se concentrer sur ce qu'on faisait, c'est-à-dire écrire des gags. Fait que pour moi, c'était l'image rock and roll du show business, là, tu sais. Tu fais ton art, puis tu te saoules, puis tu gèles, puis tu cruises des filles, puis dans le temps de dire, comme j'ai dit, c'est devenu une prise d'attache. Tout est un prétexte après ça pour fumer un joint ou prendre un coup, tu sais. Puis la coke, ça, c'était beaucoup plus tard. Ça a été plus tard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a peut-être déclenché justement c'est pas, je dirais pas ce goût, mais ce désir d'aller essayer la cocaïne? Ben, en fait, moi, j'ai toujours eu peur de la coke. Tu sais, moi, j'étais un fumeur de pot jusqu'à l'âge de 32-33. Puis même à la fin, j'avais slacké le pot. L'alcool a toujours été un démon difficile à vaincre, mais le pot, je m'étais un peu comme tanné. T'sais. Puis j'étais dans un party, un lancement du vidéo d'Éric Lapointe, un beau grand son. Et quelqu'un en a sorti. Et je peux pas croire qu'à 32 ans, je vivais un peu, pas d'intimidation de cours d'école, mais comme je voulais être avec la gang cool, j'ai pris une traque. T'sais. Par peu, et vraiment par apparence, à 32 ans. T'sais. Fait que, et je me souviens sérieusement, c'est vraiment triste à dire, mais j'étais complètement sous quand j'ai sniffé. Puis là, évidemment, on connaît l'effet de la coke, ça m'a comme complètement réveillé. Puis sans niaiser, une des premières choses que je me suis dit dans ma tête, c'est ah, je peux boire éternellement. T'sais, moi, j'ai jamais été être sous, mais j'ai toujours aimé le goût de l'alcool. Fait que ça m'a enlevé le côté déplaisant d'être scrap, d'être la personne dans le party qui était un peu trop fucked up. Fait que. Puis comme le pote, c'était de temps en temps quand il arrivait dans les parties, puis après ça tu vas dans les parties où tu sais qu'il y en a, puis après ça t'en achètes. Fait que c'était le même pattern deux fois. Okay. Puis dans votre livre que vous avez écrit Excessif, vous parlez de cette période comme étant les 10 ans d'enfer que vous avez vécu. Ouais. Est-ce qu'il y a un pourquoi à ces mots-là? Ben oui, c'était 10 ans d'enfer, mais pourquoi est simple? C'est vraiment, tu sais, c'est la coke, tu sais, ta vie est de la merde. La coke, c'est un boost de confiance automatique. La vie est de la merde, t'as eu tout ce qui se passe, t'es dans 2 secondes. Vraiment juste ça. C'est fait, man. Tu vois la vie différemment. Tu reviens, les choses se stabilisent. Puis après ça, ça te prend du temps avant de réaliser que ta vie est de la merde parce que tu prends de la coke, tu sais. Et oui, ça a été un enfer parce que je me souviens des fois, tu sais, de regarder un petit sac
un quart de gramme de poudre, des petits sacs, là, puis de faire. Puis j'ai perdu le contrôle sur ça, ce petit sac de plastique-là, c'était hallucinant, tu sais. Puis, tu sais, tu sais, des matins que tu te lèves, tu dis, OK, à soir, je reste tranquille, là, je sors pas, je prends pas de bière, je prends pas de vin, je prends rien, je prends pas de drogue, tu sais. Puis, Chris, la prochaine chose que tu sais, peut-être à quelque part chez du monde que tu connais pas en train de te déchirer en face à 5-6 heures du matin, tu sais. Fait que, la panique s'installe dans ce temps-là. Fait que ça a été mon gros démon. Puis, tu sais, j'ai vu aussi ma carrière vraiment, tu sais, je veux dire. Moi, j'étais l'étape avant de devenir has-been, là. Je veux dire, mon horaire était rendu vide. J'avais tout perdu, tu sais. J'étais plus Maxime Martin, j'étais quasiment rendu le gars à qui le monde dit « Ah, tu me dis quelque chose ». J'exagère quand même un peu, mais... C'est quand même la réalité des choses. Ouais, je voyais comme, tu sais... Puis ça me marquait, je me disais « Mon Dieu ». Tu sais, je sais pas pourquoi j'imaginais des gens dire à ma fille « Ah, ton père a pas déjà été connu », puis ça me chicotait, tu sais. Mais c'est tout un démon affronté, surtout tout seul, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai ma gérante de l'époque qui m'a exposé mon horaire. Puis j'avais 2 shows dans les 6 prochains mois qui étaient dans des bars horribles. Je faisais juste vraiment pour payer mon loyer parce qu'il n'y avait plus rien d'autre. Puis ça a été le réveil. Ça a été. Tu sais, j'avais plus rien. Elle m'avait proposé peut-être d'aller faire de la radio en région. Puis ça a été. Je pouvais pas croire que j'avais fucké ma vie à ce point-là parce qu'il fallait que je m'éloigne de ma fille pour aller gagner ma vie. Il fallait que je sorte de Montréal, ce qui était horrible. Fait que ça a été comme un coup de. Tu sais, comme je l'ai dit dans le livre, t'entends ton monde s'effondrer. Quasiment t'entends les pierres tomber dans ta tête, puis je suis venu les yeux pleins d'eau, puis ça a été l'éveil. Et là, tu vas chercher de l'aide, tu commences tranquillement pas vite. T'sais. Fait que, puis tu vois, ça, c'est arrivé en janvier 2009. Le premier réveil, la sobriété officielle est arrivée en mai, mais les premières démarches en janvier. Puis 9 mois plus tard, j'ai eu mes 40 ans, puis quand tout le monde est venu à mon party, on m'a sauté bon cœur. J'ai dit, man, je sors de la prison de la trentaine. Et c'est vraiment le feeling que j'avais. Je sortais de prison. Puis en fait, vous êtes votre moment libérateur. Comment vous avez procédé ensuite pour justement vous sortir de cette misère-là qui était quand même assez... Ben, ça a commencé sur un défi de... J'avais pas été chercher de l'aide tout de suite, parce que tu penses toujours que tu vas être capable de ça. Puis, j'avais gonflé à 205 livres. Comme j'ai toujours dit, le seul coquille qui a pris du poids. T'sais. Et parce que, tu sais, mon pattern, c'était ça. Moi, je prenais pas de la coke tous les jours, tu sais, mais j'allais, mettons, je buvais, je prenais de la coke. Le lendemain, je me sentais comme un esti de loser, j'étais down, je m'achetais du comfort food, donc, tu sais, souvent du fast food. Je prenais 2-3 jours m'en remettre, après ça, je répétais le pattern. Fait que, puis je me regardais, j'avais de la misère à me regarder dans le miroir. Tu sais, quand je me rasais à la barbe, la tête avec mon clipper, je regardais de côté, j'étais pas capable. Je détestais ce que je voyais. Fait qu'après ma rencontre avec ma gérante, quasiment le lendemain ou le surlendemain, je suis retourné au gym, puis il y avait un entraîneur que j'aimais bien, puis j'avais dit que je voulais perdre 30 livres en 3 mois, puis il a décidé de faire de moi son projet personnel. Puis il m'a dit, il savait que j'étais un gars de party, mais il savait pas que... à quel point, non, parce que la coke, tu le fais... Quand t'es rendu à être un coquet, tu le fais souvent en silence. T'sais, oui, ça arrive que t'es dans un bar, ce que t'en prends, mais j'ai toujours dit c'est un peu la drogue de la honte. Fait, moi, je le faisais tout seul chez nous. Mon intervenante capotait quand je disais ça. T'sais. Et... puis il m'avait donné comme défi de juste pas boire pendant 3 mois pour perdre l'aider. Et ça, j'avais déjà fait des 1 mois, 2 mois, puis là, j'ai 3 mois, je suis capable. C'est pas, je voulais pas rentrer dans un A ou un A ou CA, parce que même s'ils disent au jour le jour, dans ma tête, c'était un jour à la fois. Ça me paraissait pas comme une sentence à vie. Fait que... Puis en dedans de 2 semaines de sobriété, j'ai comme retrouvé des... Je me souviens de me lever un matin de bonne humeur, puis pas me souvenir c'était quand la dernière fois que j'avais le sourire sur le visage. C'est fort en crise, là. Pas en jour puis en semaine, mais en mois, tu sais, vraiment sentir un bonheur, genre, OK, il se passe quelque chose. Fait que, tu sais, je suis devenu un peu plus accro à ça quand tu penses que tu seras plus jamais heureux de ta vie, quand tu es dans un éternel cauchemar, tu es dans des lendemains de veille constamment, tu sais, tu te sens comme l'estime de marde, à temps plein. Et là, d'un coup, les choses s'allègent. Puis là, tu sais, donc, plus ma sobriété continuait, plus le téléphone sonnait, puis des choses rajoutaient, puis... C'est pas parti pas, ça n'a pas été, tout s'est pas guéri du jour au lendemain, mais assez que ce soit des signes encourageants que je m'en allais vers quelque chose. Puis à un moment donné, j'ai comme associé, je me disais, OK, si je vais au gym, puis si je bois pas, puis si je sniffe pas, quand le téléphone sonne, il se passe des belles choses. OK, on tient quelque chose. Fait que c'est de là, puis c'est devenu, comme j'ai dit,
vraiment une superstition parce que plus je tenais le coup, plus les nouvelles étaient bonnes, comme si la vie me donnait des étoiles sur le frigidaire, comme quand on était du cul, tu sais. Est-ce qu'il y a eu des thérapies par après pour justement faire en sorte que là, Ouais. on consomme plus. Ben, moi, tu vois, j'ai fait mon 90 jours. Je pense que j'avais triché une fois, puis c'était juste de l'alcool en 90 jours. Puis j'avais été voir une psy. Qui était en fait. J'avais eu un psy avant qui, lui, m'avait, pendant des années, mais, même fin vingtaine, début trentaine, on me parlait déjà de. Même à mi-vingtaine, ma première blonde avec qui j'habitais me disait: t'es alcoolique, là, c'est clair, c'est évident. T'sais. Fait, mais tu veux pas l'entendre. Et fait, j'ai rencontré une psy sur la référence de nos psys, en tout cas, longue histoire. Et j'ai raconté toutes les belles choses qui m'arrivent. Elle m'a dit: mais dans ce cas-là, pourquoi t'es ici si tout va si bien? T'sais, la question était évidente à poser. J'ai fait: ben, parce que je veux que ça continue à bien aller. Parce que je suis un autosaboteur. Et c'est là qu'elle m'a suggéré d'aller au centre de l'art Cormier, dont mon autre psy m'avait parlé. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas me traiter, parce qu'il était rendu, lui, un interne, un intervenant au centre. Et j'aimais leur approche, qui était la réduction des méfaits. Puis c'était. Je voulais pas aller dans les meetings, parce que c'était pas que je voulais pas entendre l'histoire des autres, mais je voulais comprendre pourquoi ce besoin de boire et de consommer. Fait que j'ai été vraiment, tu sais, j'ai pas fait d'interne, j'ai pas fait de groupe. Je suis allé voir une intervenante avec qui je m'assois une fois par semaine, pendant 1 heure. Et oui, quand t'es un artiste, comme j'ai toujours dit, tu veux juste parler de toi, t'as pas de temps pour les autres. C'était du seul à seul avec elle. Fait que c'était seul à seul, fait que je pouvais vraiment aller au fond des choses aussi. Parce que tu peux pas avancer si tu comprends pas le pourquoi. Puis, tu sais, vraiment, on essaie de réduire, tu sais, veux-tu qu'on essaye de voir. Au début, c'est: tu veux-tu arrêter ou tu veux-tu réduire? Puis je dis: ben, on va essayer de réduire parce que c'est un sacré deuil à faire, tu sais. La coke, c'est clair, je vais m'en débarrasser, mais tu sais, l'alcool, tu sais, je veux dire, tu fais comme OK. Et il est quand même assez ironique qu'on fait ça ici, c'est un frigidaire à bière. Mais, puis tu te rends compte très vite que, tu sais, pendant une couple de semaines, je faisais mes devoirs comme on s'était donné. Et, tu sais, je prenais même des notes, tu sais, puis après une consommation ou 2 ou 3, là, je commençais à shaker, puis là, je regardais mon cellulaire, puis j'appelle-tu le gars, puis quand t'arrives à 5, 6, 7, t'as assez de buzz pour te faire: OK, moi je vais continuer de boire, pour faire. Tu sais, l'inhibition tombe, fait que t'appelles le pocheur, tu sais. Puis un de mes chums qui arrêtait de boire un peu avant moi, il m'avait dit une affaire: c'est tellement plus simple juste de dire non. Et ça paraît bien banal, mais ça a résonné dans ma tête. J'ai fait: ça me tentait plus de vivre, là. Je suis rendu à combien de bières, il est quelle heure, faut que je me. Tu sais, puis une fois que tu dis non, ça a comme soulagé. Puis après ça, en sortant, puis heureusement maintenant, il y a des produits. Ben, quand j'ai arrêté il y a presque 10 ans, il y avait pas mal juste la bec sans alcool qui était bonne. Là, on a des produits vraiment intéressants qui fait que justement, tu peux avoir l'effet placebo de boire une bière sans évidemment t'en retomber en arrière. Mais tu sais, j'avais peur que ça m'enlève j'avais peur d'être plate. Ben les alcooliques ont cette peur-là. J'avais peur d'être le gars au bout du bar en train de boire un café puis qui parle plus. T'sais. Puis au contraire, j'avais du fun, j'avais de la jasette, puis rendu à minuit et demi quand mes chums étaient buzzés, puis quand j'entendais: on est fiers de toi, puis man, t'es notre chum. Je fais: OK, c'est à la fin des conversations intelligentes, fait que je rentre à la maison. Puis, tu sais, je veux dire, encore aujourd'hui, j'y pense. T'sais. Même, c'est drôle parce que j'en parlais récemment, cet automne a été. Quand je fais. Pour moi, le besoin de boire est un baromètre. Ça veut dire que je suis fatigué. La fatigue est le pire ennemi de l'alcoolique. Puis ces temps-ci, j'ai soif. Je dis: OK, fait que je dors plus, ou je fais des siestes, ou je ralentis mon rythme, puis je déplace des meetings, puis je sais. Tu sais, t'apprends à te protéger, tu sais. Mais, tu sais, honnêtement, ce qui m'empêche de retourner en arrière, ça, c'est toujours les lendemains. Je me souviens encore des lendemains de veille. Juste d'y penser, je suis capable de revivre physiquement. Puis c'est ça qui me bloque, tu sais. Man, se lever de bonheur et de bonne humeur le matin, t'es pas de prix. Puis en date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore difficile pour vous de. Ben, c'est des hauts et des bas, tu sais, tu te rends compte que l'alcoolisme, c'est pas une grippe, tu sais, c'est une forme de diabète, tu sais, je vais le contrôler toute ma vie. Fait, comme je viens de dire, tu sais, il y a des bouts de temps, je peux être des semaines, des mois sans y penser. Et comme je dis, tu sais, maintenant, tu sais, il y a des bons produits, tu sais, je vais voir du football chez mes chums, je me prends de la Heineken sans alcool, ou tu sais, de la grunge, tu sais, il y en a tellement maintenant qui sont vraiment bons, fait que, tu sais, et t'as l'impression d'être dans un party comme avant, avec un goût de bière et des chips, puis tu sais, des ailes de poulet, puis tout. Puis comme j'ai dit, ces temps-ci, tu sais, je dis, il me semble que j'ai soif. Ah, t'es fatigué. Fait que tu sais,
Ça t'aide à identifier la source de tes problèmes, puis t'apprends à t'écouter. C'est vraiment ça, il faut juste que tu sois à l'affût de ça. Puis aujourd'hui, avec votre carrière que vous avez en tant qu'humoriste, est-ce que vous considérez que vous avez bien réussi votre vie en tant que tel? Oui, honnêtement, j'aurais jamais pensé vivre tout ce que je vis présentement, je veux dire. Tu sais, d'être à la radio régulièrement, puis d'écrire dans le Journal de Montréal depuis 5 ans, puis d'avoir 2 saisons de Maxi Lévia, puis on attend la réponse pour la 3e, puis j'aurais jamais pensé avoir une série avec ma fille, je l'ai toujours rêvé, mais mes 2 dernières tournées ont été celles qui ont vendu le plus de billets. On est en rodage présentement, puis partout c'est complet. Mon livre va vendre 30 000 exemplaires, je fais comme... Même des fois, je me fais reprocher de ne pas tout assimiler, parce que je consulte encore, j'ai une psy que je vais voir, parce que c'est fort d'avoir un point de repère, puis elle dit... Je trouve ça dommage que tu ne prennes pas plus de temps d'apprécier tout ce qui t'arrive. Puis de l'impact aussi que le livre a eu. J'ai eu des messages. Encore aujourd'hui, ça fait 3 ans que le livre est sorti et les gens m'écrivent. Il n'y a pas une semaine que j'ai pas un message. Et ouais, c'est surtout le syndrome de fierté. Puis quand je regarde ma fille puis qui parle de son père qui a les yeux qui brillent, c'est moi, je veux dire. J'aurais pu être une honte pour ma fille. J'aurais pu être pas le robineux, mais le gars qui est rendu quasiment sur le BS, fait un petit show de temps en temps. Tu sais, j'avais pas de formation, j'aurais pas trouvé une job à 100 000 par année, là, on s'entend, tu sais. Moi, des fois, j'avais des cauchemars, j'imaginais ma fille, tu sais, avec ses amis, elle me disait, c'est ton père? Ouais, c'est mon père. Mais tu sais, maintenant, tu sais, parle de papa à Olivia, puis la fierté, là, fait que pour moi, ça, c'est vraiment, il n'y a pas de prix. Après avoir visionné cette capsule vidéo, si vous croyez avoir besoin d'aide, ou si vous pensez qu'un proche ou quelqu'un de votre entourage a besoin de support, n'hésitez pas à aller consulter un centre d'aide, non loin de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, cette série contient 2 autres capsules tout aussi intéressantes en lien avec la dépendance.